Analyse. Que nous vivions dans une société de consommation est une idée qui a pour elle toutes les apparences. Il suffit de parcourir les artères de nos grandes villes pour s'extasier ou s'exaspérer devant l'abondance des biens exposés et des messages qui les promeuvent. De ce constat vieux d'un demi-siècle découlent deux affirmations. Selon l'une, les comportements de l'immense majorité de la population seraient profondément transformés. Nous devenons des consommateurs à plein temps, insatiables, fascinés. Selon l'autre, notre société serait devenue unidimensionnelle puisqu'elle n'offre d'autres perspectives que celle de la consommation. Il est assez facile d'opposer à ce diptyque un démenti. Tout le monde n'est pas repu et les inégalités criantes de revenus se reflètent dans de fortes disparités de consommation qui concernent le logement, l'équipement domestique ou les loisirs. Mais cet argument n'ébranle pas la force des croyances. La société de consommation et sa figure spécifique, le consommateur, sont des notions suffisamment élastiques et vagues pour se perpétuer sous des formes et dans des contextes différents. Pour résister à leur évidence, il faut aborder ces mots non comme des miroirs neutres et impersonnels de leur temps, mais comme des moyens foncièrement politiques de traiter de l'ordre social et de prendre position à son propos. L'expression société de consommation apparaît dans les années 1960 comme un instrument de critique sociale. Cantonnée dans la première moitié du XXe siècle aux coopératives d'acheteurs, aux associations de ménagères ou aux commissions du plan destinées à ajuster l'offre à la demande, la question des rapports entre fournisseurs et clients individuels va prendre une inflexion radicale. Une nébuleuse d'intellectuels, parmi lesquels Henri Lefebvre, André Gorz et quelques autres, s'empare du sujet au milieu des années 1950 et le reformule en une problématique contestataire. Souvent liée par l'expérience de la résistance, du militantisme au Parti communiste français, puis d'une rupture avec celui-ci, ces personnalités ont également en commun des compétences philosophiques non ou peu reconnues par l'institution universitaire, ainsi qu'une position de franc-tireur par rapport au parti de gauche. S'appuyant sur des penseurs américains ou sur la théorie critique allemande, leurs travaux contribuent à la formation des thèmes de l'aliénation, de la dépolitisation des masses, de la nouvelle classe ouvrière. Pour répondre aux défis d'une société en pleine mutation, où le prolétariat à l'ancienne déclinerait et tendrait selon eux à s'accommoder de l'ordre établi, une révolution intellectuelle s'imposerait. Le marxisme, affranchi de ces dogmes qu'il prétende incarner, préfigure la nouvelle gauche de la décennie suivante, ouverte au mouvement social et à la société civile. La reconversion d'un certain nombre de ces intellectuels dans les sciences sociales alors en plein essor favorise la constitution d'un genre hybride aux frontières de la philosophie, de la littérature et de la sociologie. L'herméneutique du quotidien, où s'illustrent Roland Barthes et son ouvrage Mythologie, Jean Baudrillard
Le système des objets, la société de consommation, Guy Debord, la société du spectacle, Henri Lefebvre, la vie quotidienne dans le monde moderne, ou Edgar Morin, l'esprit du temps. Ces auteurs proposent des exercices de libre interprétation consistant à déchiffrer les significations cachées dans divers domaines de l'existence ordinaire, tels que la publicité, les médias et plus encore la bagnole, chargée d'un pouvoir de séduction quasi irrésistible. Virilité, ostentation. Lefebvre lui consacre par exemple plusieurs pages exaltées. L'auto, c'est l'objet roi, la chose pilote. Avec ses blessés et ses morts, c'est un reste d'aventure dans le quotidien. Elle est symbole de statut social, de prestige. Le cas de l'automobile illustrerait une leçon universelle. Le spectacle du monde devient consommation de spectacle et spectacle de la consommation. La société de consommation de biens est considérée comme une société de spectacle, de signes, livrée aux leurres des fantasmes plus qu'à la pression des besoins. Elle comporterait deux piliers. Un individu aliéné, indéfini, envoûté par les images euphoriques de la publicité et par les messages plus ou moins cryptés concernant les biens proposés sur le marché. Un système qui le force à consommer toujours plus. André Gorz écrit: la civilisation néo-capitaliste a mis sur pied un appareil répressif gigantesque. Une terreur suave somme chaque individu de consommer. Petits bourgeois et ouvriers se trouveraient pris d'un vertige de la consommation, leur faisant perdre la tête et ayant pour nom l'aliénation. Cette vision se heurte notamment au scepticisme de sociologues de terrain. Auteur d'une enquête de référence, L'ouvrier et l'abondance, John H. Goldthorpe, David Lockwood, Frank Beckhofer et Jennifer Platt invitent à garder le sens de la mesure, soulignant qu'une machine à laver n'est qu'une machine à laver, et non un réservoir de signes pour prolétaires affolés par la quête de standing. Durant les années 1960, la critique livresque de la société de consommation n'opère pas de jonction avec les militants consommateurs, par ailleurs faibles et peu nombreux. Mai 68 favorise la cristallisation de ces thèmes, qui élargissent alors leur audience bien au-delà des cercles intellectuels. Au milieu des années 1970, plusieurs associations de consommateurs transforment la critique de la société de consommation en un mot d'ordre militant. Pour l'Union fédérale des consommateurs, l'UFC Que Choisir, association créée en 1951, il ne s'agit plus simplement de guider les consommateurs dans leurs choix grâce à des tests comparatifs, mais de les informer sur les stratégies des entreprises, sur la composition des produits, sur les mécanismes de la distribution, et aussi de les inciter à une remise en cause des styles de vie. Le magazine Que Choisir voit son tirage passer de 35 000 exemplaires en 1971 à plus de 300 000 en 1974. À mesure que tombent les révélations sur les plages polluées, le mercure dans les coquillages, le talc toxique, etc. Et que s'affirme une ligne militante.
En février 1972, un article défend la collectivisation de l'électroménager. Qu'est-ce qui s'oppose à la mise en commun d'un certain nombre de biens, à l'organisation de services? Le dossier de juillet 1975 présente 7 raisons d'être publiphobe. L'une d'entre elles étant que la publicité corrompt les moyens de communication de masse et prend la place d'une information véritable. L'éditorial de novembre 1977 explique: partout où règne l'injustice, l'isolement, le risque, la malinformation, il y a matière à intervention pour le consommateur. Dès lors que la critique de la société de consommation apparaît comme un moyen de contester l'ordre social, les défenseurs de ce dernier investissent le même terrain. Haut fonctionnaire jadis proche de Pierre Mendès France, Jean Saint-Jour intitule Vive la société de consommation, un livre de contre-contestation publié en 1971. Le philosophe Raymond Ruyère et l'économiste Jean-Jacques Rosa prennent, chacun à sa façon, la défense du libre choix du consommateur et célèbrent les vertus du marché. Ils dénoncent avec insistance l'arrogance des penseurs. Par quelle grâce intellectuelle lucide échapperait-il aux illusions des autres? Au nom de quoi prétendent-ils distinguer vrai et faux besoins? La pensée conservatrice, exploitant les failles des adversaires, se fait volontiers l'avocat du bon sens et des gens ordinaires. Elle met en avant la notion de souveraineté des agents. Les préférences individuelles étant des données primitives qui se reflètent dans les achats, leur mise en question ne peut qu'exprimer une pensée totalitaire ou un dirigisme archaïque. Enfin, le monde politique s'intéresse à ces débats, dont l'écho se trouve amplifié par une série de scandales touchant aux eaux minérales polluées en 1973, à l'amiante dans le vin en 1976, aux pneus Kléber-Colombe qui explosent en 1979, aux veaux aux hormones en 1980, etc. Une partie de la gauche y trouve une incitation à étendre la protestation hors de l'usine vers la vie quotidienne. Cette ligne de contestation généralisée, qui prévaut de 1968 jusqu'au tournant de la rigueur du gouvernement socialiste en 1983, traite des questions d'équipement collectif, d'accords collectifs entre associations de consommateurs et entreprises, d'examen de produits dans le cadre des comités d'entreprise. L'argumentation, inscrite dans une vision globale et politisée de la société, oppose un individu aliéné, voué à agir et penser comme le système en a décidé pour lui, à un individu révolté, capable de percevoir et de contrer les causes ainsi que les effets récurrents de l'aliénation, non seulement en matière de production et de distribution, mais aussi de salaire et de redistribution des revenus. À droite, la présidence de Valéry Giscard d'Estaing s'avère décisive. En 1976, il a créé un secrétariat d'État à la consommation. Il s'agit de combiner la réponse à une contestation sociale et culturelle avec les exigences du libéralisme avancé qui, pour s'ajuster aux nécessités d'une économie fondée sur la concurrence, devait mettre fin
à des années d'économie administrée héritée de la libération en combattant rente et corporatisme. De force adverse, le consommateur deviendrait, à travers les associations, un partenaire économique utile pour dénoncer les abus, mais à une condition essentielle, qu'il ne se mêle pas du fonctionnement des entreprises et limite son action à l'arbitrage entre les biens proposés sur le marché. Christiane Scrivener, la première titulaire d'un secrétariat d'État à la consommation, explique en mai 1976 : dans le contexte d'une économie libérale fondée sur le libre choix des consommateurs et la liberté d'entreprendre des producteurs, une politique de la consommation ne peut avoir pour objet d'imposer une structure différente de la consommation, ni de se substituer aux producteurs pour concevoir les produits. À travers la construction européenne, l'idée d'un ordre public économique garantissant un bien-être collectif fondé sur la concurrence apparaît par une ordonnance de 1967 dans le droit français. Elle en fissurera progressivement le vieux cadre civiliste et contractuel au profit des impératifs du marché. L'argumentation oppose cette fois un individu vigilant, qui dispose au moins d'une bonne volonté informative, et un individu ignorant, voué à une condition de victime, soit par inculture, soit par vulnérabilité envers les séductions faciles. Aux commerçants de jadis, présumés motivés par le seul profit, le droit de la consommation consacré par le Parlement en 1993 substitue un professionnel détenteur d'une compétence dont il est tenu de faire un usage actif et loyal, en assurant par l'information les conditions du consentement libre et éclairé du consommateur, promu à la dignité d'individu souverain. Délai de réflexion et de rétractation pour l'acheteur, obligation de conseil et de renseignement de la part du vendeur. La société de marché apparaît d'autant plus légitime. Contestataire ou acteur économique rationnel ? Le conflit politique sur le consommateur a eu pour effet paradoxal d'imposer comme une donnée objective la société de consommation. Tout se passe comme si les adversaires avaient reconnu, au-delà de leur désaccord, l'existence d'un nouvel ordre social fondé sur la production concurrentielle et l'échange massif de marchandises, les uns pour le déplorer, les autres pour s'en féliciter. La notion propose une vue synthétique de nos sociétés centrée sur un attribut jugé essentiel, celui de la consommation, présumé concerner tout le monde. Elle substitue aux sujets politiques qui délibèrent collectivement des orientations économiques et sociales un sujet économique qui optimise ses achats. Outil de dépolitisation, elle annonçait un monde où les clivages anciens, tels que les oppositions sociales, laisseraient place à une question nouvelle. Comment les sociétés modernes devront-elles résoudre nos problèmes d'enfants gâtés ? Le monde diplomatique.